Oui, bonjour à tous et à toutes. D'abord, je veux remercier la Société Histoire Canada pour la belle invitation. Je vais parler en français. I'm going to be talking in French, so if you need your headset. Donc, je suis honorée de me trouver pour la première fois cet après-midi sur le territoire ancestral visé par le traité numéro 1, qui s'avère également être le berceau du peuple métis et qui est alimenté par les eaux de la première nation Shoal Lake numéro 40, pour vous présenter le projet doctoral que j'ai entamé en 2015 et que j'ai défendu l'année dernière à l'Université Concordia dans la ville de Montréal, au Québec. C'est un projet qui porte sur le processus de réappropriation de l'éducation par les Premières Nations du territoire devenu québécois, mais peut-être encore davantage sur le processus introspectif et réflexif et relationnel que nous sommes tous et toutes appelés à déployer dans le cadre du grand projet qui est celui de la réconciliation ou de la rencontre, du moins, entre les peuples autochtones et allochtones du Québec particulièrement. Donc, c'est un projet doctoral qui a été rendu possible grâce à la participation de plus d'une cinquantaine de contributeurs et contributrices autochtones, mais également allochtones, et incluant notamment l'institution Kiuna, qui est le seul collège par et pour les Premières Nations du Québec. Donc, on a un système un peu différent, là, le seul cégep par et pour les Premières Nations. Et j'aurai l'occasion de revenir sur les formes de contribution un peu plus tard dans ma présentation. Donc, le projet est également accompagné d'un document d'analyse d'un peu moins de 300 pages et de 4 articles revus par les pairs qui retracent l'histoire, finalement, de ce processus de réappropriation de l'éducation postsecondaire. C'est un projet qui a également reçu, comme on disait plus tôt, la médaille du gouverneur général pour le doctorat, des distinctions académiques en histoire orale. Et le volet bande dessinée, finalement, de ce projet-là a été presque simultanément publié par les éditions Éco-Société pour être distribué à un plus large public puis sortir un peu du cadre académique. Elle est maintenant utilisée dans diverses écoles secondaires, collégiales, universitaires. Et elle est vendue en France, en Belgique, en Europe francophone. Donc, jusqu'à ce jour, on a tiré environ 13 000 copies, ce qui est relativement bon, considérant le petit marché littéraire du Québec francophone. Et nous travaillons présentement sur la création d'une petite bourse d'études annuelle et symbolique qui va tirer à même les revenus d'auteur pour les étudiants de l'institution Kiuna, dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc, j'ai pensé, pour vous présenter le projet, de vous raconter sa petite histoire, parce que, évidemment, le processus de co-création de la bande dessinée est presque aussi important, ou est aussi important, finalement, que le produit en tant que tel. Et je vais vous montrer quelques petites planches au cours de mon histoire aussi pour que vous ayez une petite idée de comment s'articule le storytelling de la bande dessinée. Donc, au cours des années 2000, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup, de me promener, d'apprendre sur le territoire, de me lier d'amitié avec différentes communautés pendant environ une dizaine d'années dans une quarantaine de pays et de rencontrer et de me faire amie notamment avec plusieurs personnes issues de communautés autochtones du monde entier. Et une expérience qui m'a tout particulièrement marquée, c'est celle que j'utilise pour ouvrir la bande dessinée, finalement. C'est en 2004, alors que j'habitais à Tauranga, en Nouvelle-Zélande, l'île du Nord. J'habitais dans une famille maori et l'enfant de la famille m'avait réveillée pour en savoir davantage sur les premiers peuples de chez nous. Donc, elle voulait savoir notamment les enfants, est-ce qu'ils font des poils, est-ce qu'ils mangent du fish and chip comme moi, est-ce qu'ils vont à la maroille, un genre de maison longue qu'on pourrait comparer où on se regroupe, est-ce qu'ils écoutent la Maori Television, une télévision spécialisée culturellement pertinente. Et je me rappelle que je m'étais réveillée comme les yeux collés, l'esprit un peu embrouillé, puis je cherchais quelque chose de pertinent à lui raconter, spécifiquement sur les premiers peuples du territoire qui m'avaient vu naître, et je trouvais vraiment pas grand-chose. J'avais plein d'exemples d'autres peuples autochtones, mais du Québec, j'étais un petit peu paniquée. Que je me disais, bon, je vais quand même trouver quelque chose. Fait que j'ai cherché, j'ai remonté dans mon histoire. La première image qui m'est venue, c'est celui finalement issu de la littérature jeunesse stéréotypée, réductrice, auquel on était encore exposé dans les années 80-90 et qui perdure encore dans certains cas. Donc, évidemment, je savais que je n'allais pas aller de ce côté-là. Donc, je me disais, bon, on trouve autre chose. Là, j'allais avec les années. Quand j'avais 10 ans, la crise d'Oka, le siège de Kanessetake en 1990, qui avait complètement mis le feu aux relations autochtones et allochtones au Québec. Donc, toute la couverture médiatique sensationnaliste, déformante, intéressée, partielle, et évidemment vectrice de préjugés et de haute tension. Ça non plus, je savais que je n'allais pas les fouiller là-dedans.
ensuite, je me disais, bon, qu'est-ce qu'on a appris à l'école sur les Premières Nations? Le seul souvenir que j'avais, c'est le fameux tableau. Vous pouvez voir ici le tableau comparatif algonquin, iroquoien, nomade, sédentaire. Un tableau qui a une certaine validité ethno-linguistique, mais il est très carré et qui n'était pas enclin finalement à développer notre intérêt en tant que jeune parce que désincarné, pas associé à aucun être humain ou aucune histoire. Donc, finalement, j'en étais venue à la conclusion, j'ai répondu à Létolkimi que je ne pouvais pas finalement lui parler, je ne pouvais pas répondre à sa question parce que je connaissais absolument rien et surtout, je connaissais aucune personne autochtone du territoire qui m'avait vu naître puis que j'occupais depuis presque 30 ans. Les Tolkimiens n'avaient pas fait vraiment de cas, mais moi, je m'étais dit, ça n'a juste aucun bon sens. J'avais ressenti un sentiment de honte individuelle, mais honte collective également, parce que même en pensant à qui dans mon entourage aurait pu répondre à les Tolkimi, et je trouvais personne. Parce qu'au Québec, en tout cas, on a une situation particulière, mais je dirais que l'invisibilité, elle est complète dans les grandes villes, surtout. Là, c'est appelé à changer, mais dans mon histoire, c'était vraiment complètement invisible jusqu'à la crise d'Oka. Donc, je m'étais dit, si un jour je retourne vivre au Québec, il va vraiment falloir que j'aille parfaire mon éducation, que j'aille à la rencontre de ces chemins-là. Et c'est ce que j'ai fait quand quelques années plus tard, je suis retournée vivre au Québec. J'ai fait quelques rencontres significatives et le chemin que j'ai pris, que j'ai trouvé le plus accessible pour moi, c'était celui d'un retour aux études. Donc, j'ai commencé une maîtrise en anthropologie articulée autour de la sécurisation culturelle des étudiants autochtones, qui analysait notamment l'histoire de la réappropriation des instances éducatives par une étude de cas du Manitou Community College, qui est un des premiers collèges pour et par les Premières Nations du Canada, qui est dans le Laurentide au Québec. Et puis, finalement, une étude collaborative avec l'institution Kiuna, qui est le seul cégep pour et par et pour les Premières Nations du Québec. Donc, c'est des années aussi que j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup, de m'investir, et ça m'a tellement transformée. Ça m'a transformée notamment dans ma compréhension des réalités coloniales, mais aussi dans mon identité. Ça m'a vraiment fait grandir comme personne. Ça m'a transformée. Alors, je me disais, c'est sûr que je veux continuer de travailler sur la sécurisation culturelle au niveau du doctorat, mais je ne veux pas continuer à m'adresser seulement aux chercheurs qui ont travaillé sur les mêmes questions que moi. J'aimerais décloisonner ces résultats de recherche pour les rendre accessibles, parce qu'on sait que la cultural safety, la sécurisation culturelle, ça ne s'arrête pas au mur de l'institution. Hein. C'est quelque chose de global, c'est un projet de société. Donc, je me suis notamment inspirée de la BD autochtone, du travail de plusieurs BDistes autochtones, comme vous connaissez, je pense, David Alexander Robertson, ici, qui est vraiment un prolifique auteur, un BDiste cri, qui utilise la bande dessinée, finalement, pour pallier à ce manque de perspectives et d'histoires autochtones à l'intérieur des cursus éducationnels. Et je me suis également inspirée du discours de certains auteurs. On voit ici Murray Sinclair, le commissaire Murray Sinclair, et également Marie-Ève Bordelot, qui est commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la Ville de Montréal, avec laquelle j'ai pu travailler. Et donc, dans leur discours, justement, je pense qu'il en était question un peu plus tard, mais dans le besoin de responsabilisation puis d'engagement des populations allochtones dans la question de la réconciliation. Et donc, j'ai changé de département. Je suis allée en éducation par les arts à l'Université Concordia et j'ai commencé une bande dessinée qui servait finalement à vulgariser mes résultats de recherche sur la sécurisation culturelle et cette histoire de la réappropriation des instances éducatives. Mais à mesure que je dessinais, je ressentais un certain malaise parce que je trouvais que la question de qui raconte était fondamentale. Parce qu'évidemment, quand je parle de sécurisation culturelle, je ne suis pas une étudiante autochtone, je ne suis pas la directrice de Kiuna, je ne suis même pas une professeure allochtone qui travaille en contexte autochtone sur une base quotidienne. Donc, je me disais, il faut quand même que je me positionne pour pouvoir raconter cette histoire-là. Donc, et à cette époque-là, j'ai aussi été inspirée par un tweet de Jesse Wente, qui est devenu le nouveau... la première personne à devenir le président du Conseil des arts du Canada, première personne autochtone, qui était Anishinaabe, Ojibwe, puis il invitait finalement les artistes et les personnes allochtones à aller creuser leur côté de l'histoire, si on veut participer, donc en disant, c'est peut-être pas à vous à raconter l'histoire des pensionnats autochtones, mais vous avez un côté de l'histoire à aller creuser. Et moi, ça me résonnait beaucoup parce que je me disais, on a quelque chose à se raconter, on a un travail à faire, donc je vais tenter l'exercice. Donc, j'ai commencé un petit chapitre qui se voulait simplement un petit chapitre d'introduction pour me positionner, de partir finalement
de mon histoire de non-rencontre, de mon histoire de citoyenne allochtone blanche grandie dans les années 90 au Québec, en Rive-Sud de Montréal, jusqu'à ma rencontre avec l'Institution Kiuna, en passant par des éléments marquants comme justement la crise d'Oka et tout ça. Et à mesure que je faisais des conférences et que j'en parlais avec mes amis autochtones et allochtones, je voyais qu'il y avait vraiment un grand besoin de parler de ça, de la question de la non-rencontre. D'un côté, du côté des allochtones, on voulait parler justement de la méconnaissance, du fait d'avoir été tenu à distance des histoires coloniales. Et de l'autre côté, on voulait parler de racisme systémique, puis des conséquences de cette situation coloniale, puis de cette invisibilité-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas prendre l'occasion, saisir l'occasion pour ouvrir un espace sécuritaire, pour discuter, ouvrir un dialogue, créer un dialogue polyphonique autour de ça. Donc, c'est pas un document qui raconte l'histoire autochtone, c'est un document de préparation à la rencontre. Chacun raconte, finalement, chacun parle de la non-rencontre depuis ses perspectives, à partir de ses savoirs relationnels, ses savoirs expérientiels. Et ainsi, on invite le lecteur à procéder à ce même exercice un petit peu, à savoir, à se poser les questions, par exemple, qui sont proposées par Pamela Rose Toulouse dans Reconciliation in Canadian School, à savoir qu'est-ce que je connais des réalités coloniales, des réalités autochtones, qu'est-ce que je connais pas et surtout d'où me viennent ces connaissances que je crois avoir. T'sais, de faire un peu de ménage à l'intérieur de soi pour être capable finalement d'aller à l'écoute des perspectives autochtones. Et donc par la suite, c'est un processus qui peut être suivi par le référencement, parce qu'à la fin de la bande dessinée, on trouve une importante, finalement, section médiographique qui réfère vers des œuvres créées par des personnes autochtones ou en collaboration avec des personnes autochtones, parce que c'est comme si chacun des petits témoignages servait finalement de petites fenêtres expérientielles. Et par la suite, on propose des avenues pour aller plus loin et aller à l'écoute, finalement, de ces perspectives manquantes, d'aller combler, finalement, les trous. Donc voilà, c'est un projet qui est un petit évolutif, donc qui continue. Par exemple, pour l'instant, on travaille sur un guide pédagogique avec une dizaine de professeurs qui déjà utilisent la bande dessinée là, au secondaire, collégial, université dans leur classe, qui vont partager de leur expérience, qui va être gratuit, qu'on va mettre sur le site de l'éditeur. On travaille également de professeurs du Simon Fraser University qui aimeraient traduire. On recherche encore une maison d'édition en langue anglaise, avis vous intéresser. Et également, on va commencer une deuxième bande dessinée qui va un petit peu poursuivre cette réflexion-là dans le même sens, mais on va ouvrir un peu l'axe d'analyse pour, oui, discuter des relations entre les différents groupes humains du territoire, mais ouvrir également aux relations avec le non-humain du territoire, puis les questions de territoire en tant que tel, notre relation au territoire, parce qu'on sait que c'est un aspect qu'on a vraiment besoin de beaucoup de soins à ce niveau-là, puis on aimerait contribuer finalement à ce mouvement réflexif et relationnel au mouvement de guérison individuelle et collective qui s'avère plus que jamais nécessaire. Alors voilà, merci beaucoup, Miigwech.